Déplacement au Stamford Bridge, stade mythique évidemment. Bonjour les amis, j'espère que vous portez toutes et tous très bien. Je suis très heureux de vous retrouver. Le Barça, ça commence à aller mieux. J'espère que ça va continuer sur la même dynamique avec ce déplacement à Chelsea. Alors je sais pas pour vous, mais ce déplacement à Chelsea, ça me rappelle un peu le déplacement à Newcastle. Je me dis en fait que faut absolument gagner. Faut gagner parce que là, vous savez, les Anglais, tout le monde aura encore une fois la tête tournée vers nous. Voilà, Barça-Chelsea, ça reste quand même un classique de la Ligue des Champions. Chelsea, en plus, voilà, ils sont revenus deuxième de la Première Ligue, je crois. Ils sont, voilà, pas mal cette saison, même s'ils sont très intermittents, on va pas se mentir, Chelsea. Donc, je vais essayer de répondre à quelques-unes de vos questions posées sur Instagram. Les amis, n'hésitez pas à venir sur Instagram. Je réponds de temps en temps aux questions là-bas. Je vous mettrai le lien en description. Salut tonton, le match contre Chelsea, tu le sens comment suite aux perfs du Barça? Ben, comme je le disais tout à l'heure, en fait, Chelsea, je les vois un peu comme une équipe capable de tout, en fait, dans le sens où ils sont capables du meilleur comme du pire. Chelsea est une équipe qui est capable de battre le Paris Saint-Germain en finale de Ligue des Champions 3-0, je crois, ou 4-0, je crois, 3-0. Et puis le match d'après, se faire battre par une équipe relégable de Première Ligue. C'est tout Chelsea, ça. En tout cas, les joueurs pour battre, en tout cas faire mal au Barça, ils les ont, parce que les individualités sont là. Mais en termes de cohérence tactique d'un match à l'autre, en gros, ça peut changer. Parfois, ça passe, ils sont capables, même en ne jouant pas forcément très bien, à gagner certains matchs, parce que si on arrive avec une ligne ultra suicidaire et tout, face à des flèches comme Neto, face à Garnacho, Gittens, etc., ça va aller très 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 vite dans le dos du Barça. Mais on va en parler par rapport à l'ajustement que Flick a eu à faire avec la ligne défensive, parce que penses-tu qu'il y aura beaucoup de buts dans ce match vu la faiblesse défensive des deux? Ben, ça dépendra en gros de Flick. Après, de ce qu'on a vu sur la deuxième mi-temps face au Celta et sur le match face à l'Athletic Club, j'ai revu le match face à l'Athletic Bilbao, on voit en fait qu'il y a de vrais changements dans l'approche tactique défensive de Flick. Il s'est pas, je veux dire, totalement éloigné de ce qu'il fait habituellement avec la ligne haute. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la ligne du hors-jeu a disparu face à l'Athletic Bilbao. Elle n'a pas disparu, c'est juste qu'elle s'est réadaptée. Flick l'a réadaptée. Déjà, en termes de position moyenne, vous remarquerez que le Barça joue un peu moins haut. Par exemple, Balde, Koundé, ils étaient un peu moins haut contre l'Athletic Bilbao que contre Bruges. Contre Bruges, ils étaient quasiment tous dans le camp de Bruges, alors que contre l'Athletic Bilbao, ils étaient vraiment un peu plus dans la réserve. On n'a même pas vu Koundé beaucoup aider Lamine Yamal sur son côté. Donc, il y a quelques petits réajustements, et même la hauteur de la ligne du hors-jeu, elle est un peu plus basse. Alors, ça ne veut pas dire que Flick se renie totalement pour changer ce qu'il a en tête, mais les réajustements tactiques qu'il fait par rapport à cette ligne du hors-jeu, ils sont bienvenus, dans le sens où les adversaires, ils s'étaient un peu préparés au fait que le Barça joue quasiment tout le temps sur la ligne médiane. Donc c'était très facile de lancer une première ligne, une première lame pour essayer de prendre le Barça au piège, de son propre piège, et puis lancer derrière une deuxième lame avec les milieux qui partent de plus loin pour se retrouver en face à face avec le gardien. Là, tu sens en fait que les défenseurs du Barça sont beaucoup plus alertes. Plutôt que de tout le temps faire la course contraire aux attaquants, ils essaient maintenant d'anticiper les courses. C'est pour ça que contre l'Athletic Bilbao, on n'a pas vu de face à face avec des mètres d'avance des attaquants de Bilbao, parce que ce soit Koundé, Koubarsi, Gérard Martin ou Balde, plutôt que de faire le sens inverse de la course lorsqu'il y avait une passe, ils essayent pour le coup maintenant de couvrir. Pas de couvrir leur jeu, mais d'aller quand même dans le sens de faire la même course que l'attaquant qu'ils marquent. Ça limite la casse et le Barça est beaucoup moins vulnérable. D'autant plus qu'en termes de contrôle, lorsque tu arrives à bien recycler tes possessions et à mettre de l'intensité et à avoir aussi un collectif, une sorte de pressing collectif qu'il faut, forcément tu es moins exposé, ta ligne, même si elle est haute, elle est moins exposée. Parce qu'on voit le Bayern ça joue haut, le PSG ça joue haut, mais pas aussi haut que Flick durant ces dernières semaines, notamment contre Bruges. On voit là quelque chose de beaucoup plus classique. Tu joues haut, mais pas non plus en étant suicidaire, et ça fait toute la différence. Donc je pense que il y aura beaucoup de buts ou pas, ça dépendra en fait de l'approche tactique de Flick. Je sais que Chelsea aussi a du mal avec la défense, même si ils ont beaucoup de joueurs de qualité, mais c'est une équipe qui encaisse quand même pas mal de buts. On verra, leur gardien n'est pas du tout rassurant, il est capable de faire de bons matchs, même si il est capable aussi de faire de grosses bourdes. Donc ça dépendra en fait. Moi je pense que tout dépendra de l'approche tactique de Flick. Si tu arrives à t'adapter, à être un peu dans le contrôle, il nous l'a prouvé en plus, Flick, dans le passé récent, contre Newcastle.
Le Barça avait un peu cette même approche-là. C'est-à-dire que, certes, tu essayes de jouer le hors-jeu, mais pas de manière suicidaire, de manière un peu contrôlée. Et donc, tu avais Johan Garcia aussi dans les buts contre Newcastle. Johan Garcia sera là, ça fera toute la différence. Un gardien proactif qui va aller chercher les ballons lorsque Chelsea va essayer de jouer dans la profondeur. Ouais, ça pourra énormément faire la différence. Mais je m'attends à un Barça un peu plus mature, j'ai envie de dire, un peu plus dans l'équilibre. En fait, si le flic réussit à trouver le bon équilibre avec l'attaque qu'il y a, avec les joueurs qu'il y a, je veux dire, dans cette équipe-là, ben ouais, je pense que le Barça est capable de faire une grosse saison parce que contrairement à ce que beaucoup pensent, je ne pense pas que le mercato soit raté. Le problème, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de blessés, mais techniquement, tu avais amélioré ton effectif par rapport à la saison passée. Le gardien, c'est un upgrade. Pour moi, Rashford en sortie de bande de base, c'est un upgrade par rapport à la saison passée. Le million, il est stock. Donc, on a juste eu la malchance d'avoir tout le monde quasiment, les plus importants, qui se sont blessés en même temps au mauvais moment. Et donc, aujourd'hui, même sans Pedri, je pense que le Barça est capable d'aller gagner. Penses-tu que Fermin a débloqué la régularité? Je pense que là, depuis son retour de blessure après son début de saison, Fermin n'a enchaîné que masterclass sur masterclass. Je pense même qu'avant sa blessure, il enchaînait les masterclass parce que c'était son vrai problème, ça, à Fermin. Il était un peu intermittent, un peu à la Olmo la saison passée. Il pouvait faire un match, un gros match, un deuxième gros match d'affilée. Le troisième match, il passe complètement, mais vraiment complètement à côté. Quand il passe à côté de ce match, il passe pas vraiment à moitié la saison passée. Mais pour Fermin, on peut peut-être mettre ça sur le dos de l'âge, de la maturité, parce que Fermin, ça reste un jeune joueur comparé à Olmo. Donc là, cette saison, tu as l'impression qu'il a progressé déjà. Là, en termes de confiance, tu sens que lorsqu'il prend le ballon, les contrôles orientés pour se mettre dans le sens du jeu, en fait, juste quand il touche le ballon, tu sens que c'est pas un mec qui veut juste se débarrasser du ballon au premier joueur libre. Tu sens qu'il veut être il sait qu'il est capable d'être proactif, de créer des choses, et donc il prend des responsabilités balle au pied. Donc ça, c'est le joueur qu'il est en train de devenir. Il sait ce qu'il vaut dans cette équipe-là, et c'est pour ça d'ailleurs que ça me fume. Je pense que c'est un match particulier pour lui. Pourquoi? Parce que l'offre de Chelsea durant cet été pour le recruter, c'était pour moi un foutage de gueule. Offrir 40 millions d'euros pour un mec comme Fermin lorsqu'ils vont poser 46 millions d'euros sur Monsieur Garnacho. Alors, Garnacho, c'est pas non plus un joueur nul de chez nul, mais quand même, faut respecter Fermin Lopez. Je trouve que voilà, toute cette histoire-là avec Chelsea, ça sera un match très particulier pour lui. Ça sera l'occasion de prouver, de rappeler à Chelsea, en fait, que c'est pas un milieu lambda. 40 millions d'euros pour ce qu'il est capable de faire. Fermin, c'est minimum, encore, durant l'été dernier, c'était minimum 60 millions d'euros avec la saison qu'il venait de réaliser. Là, avec le début de saison qu'il fait, Fermin, avec les milieux, tu vois les sommes qui sont déposées sur des milieux lambda en Angleterre, normalement, Fermin, ça doit partir pour 80 millions d'euros, 70 millions d'euros minimum. Parce que pour moi, les qualités du joueur, sa marge de progression, font de lui un joueur ultra particulier. Il a le côté Masia avec la technique et tout, sans le côté posa, technique et tout, de calmer le jeu tout le temps. Non, lui, c'est un peu un milieu totalement différent. C'est pour ça, je pense qu'il a sa place totalement dans cette équipe en tant que titulaire à l'heure actuelle. Et je pense que s'il continue comme ça, il sera parti pour garder cette place de titulaire pendant un long moment. Yamal ne prend jamais la profondeur. En fait, ça, c'est l'un des plus grands problèmes dans le jeu de Lamine Yamal. Après, à sa décharge, est-ce que c'est à cause de la pubalgie? Je ne sais pas, parce que si vous vous rappelez bien, lors de la pré-saison, notamment contre, je sais plus si c'était contre Daegu ou c'était contre l'équipe coréenne, en fait, je me rappelle plus exactement c'était laquelle, mais il y avait un match où Lamine Yamal prenait beaucoup la profondeur. Il faisait des appels dans la profondeur et était servi. Là, depuis qu'il a sa pubalgie, honnêtement, je le vois de moins en moins le faire. Je le vois plus faire des appels contre appels. Il fait semblant de prendre la profondeur et il revient pour être servi et avoir un plus d'espace pour attaquer le latéral. Mais Lamine, c'est vrai que c'est un joueur qui préfère avoir le ballon dans les pieds parce que techniquement, c'est pas lui, comme on dit, dans le foot, vous savez, il y a des profils. Il y a le runner, celui qui court, qui va recevoir en règle générale les caviars, les ballons. Et à côté, on va appeler ça le quarterback, celui qui va envoyer les galettes. Et ça, c'est un peu Lamine Yamal. Lamine Yamal, c'est pas un profil de joueur qui va prendre tout le temps la profondeur. Et pourtant, je pense qu'il devrait. Parce que c'est une corde qui pourrait rajouter à son arc. Là, par exemple, ceux qui se rappellent la saison dernière, il y a une passe que Pedri fait pour Yamal, qui transperce tout le milieu de terrain, je ne sais plus c'était quelle passe. Et là, c'est parce que Yamal, il faisait l'appel dans la profondeur, contre-appel, l'appel dans la profondeur. Donc, c'est une arme vraiment redoutable pour les ailiers, pour n'importe quel attaquant, de savoir en fait varier, de savoir à quel moment recevoir les ballons. Si ton latéral ou le mec qui est à ton marquage, il ne sait pas si tu vas tout le temps atteindre le ballon dans les pieds ou aller dans son dos, ça va le perturber.
Et Yamal s'est habitué beaucoup trop, je pense, à recevoir le ballon dans les pieds, alors que normalement, avec sa vitesse, lorsqu'il n'est pas sous pubalgie et qu'il est à 100%, c'est un joueur qui est capable de prendre la profondeur et de faire ces appels-là. Après, s'il est capable de t'envoyer des exters sur chaque ballon qu'il reçoit, des caviars, ouais, t'as envie de te dire que ceux qui font les appels en profondeur, c'est plus les Rafinha, les Ferran Torres. Donc, ouais, je pense que c'est quelque chose qu'il devrait essayer de travailler parce que c'est un peu une nouvelle qualité, compétence qu'il pourrait ajouter à ce qu'il a déjà et ça pourrait le rendre encore plus redoutable. Je suis totalement d'accord avec toi, frérot. Le niveau d'Eric Garcia, franchement, faut qu'on en parle. Ouais, faut qu'on en parle, parce que j'en ai déjà parlé lors des 2 derniers matchs, notamment contre le Celta et l'Athletic à domicile. Mais Eric Garcia, c'est depuis le début de saison, même pas, la saison dernière déjà, rappelez-vous. En plus, Eric Garcia, c'est un joueur clutch qui marque des buts importants. Le but contre l'Inter au retour, le but contre le Real Madrid. Et c'est pas en fait un mec qui est là pour dépanner. Eric Garcia, pour moi, c'est un titulaire en puissance aujourd'hui. On parle de 12e homme, mais pour moi, c'est un 11e homme. Celui qui, si t'es pas bon, il va jouer, en fait, il va être titulaire. Parce que là, on parle évidemment de son poste là en tant que numéro 6. Forcément, lorsque tu le vois évoluer à ce poste-là en tant que numéro 6 avec ces qualités-là défensives pour le coup, c'est vrai qu'on pense à ça. Je pense que le 4-3-3 avec Eric en pivot devient une option. Effectivement que ça devient une option parce que lui, il n'a pas forcément besoin d'avoir un autre mec à côté de lui dans un double pivot, Eric Garcia. Parce qu'il est capable de faire ce qu'il a fait contre Bilbao. C'est pas la première fois qu'il le fait. Il est à l'aise d'être devant la défense, de protéger sa défense, tout en sachant sortir les ballons proprement. C'est Eric Garcia. Et donc forcément, tu penses au fait de pouvoir aligner de nouvelles combinaisons, d'avoir 2 relayeurs en la personne de Pedri, en la personne de même Frenkie de Jong. Mais en fait, le problème avec ça, c'est que si tu installes Eric Garcia en tant que 6 avec Pedri et Frenkie de Jong, ben Pedri, c'est un joueur qui aime déjà venir chercher les ballons plus bas. Et de l'autre côté, Frenkie de Jong, c'est aussi un joueur qui aime chercher les ballons plus bas. Donc qui va jouer plus haut ? Va falloir que ça soit de vrais relayeurs en fait. Alors que moi, Frenkie, je le vois un peu comme un box-to-box. Il est à l'aise derrière, en partant de derrière. Et Pedri, faut que les ballons ils passent par lui. Pedri, c'est un relayeur pour moi un peu à la Xavi. Donc c'est totalement compatible avec Eric Garcia. En tout cas, il y a une combinaison. Il y a vraiment de nouvelles combinaisons à essayer avec Eric Garcia en seul point de basse. Je pense que si Flick a l'occasion de le faire, ça serait pas mal de le tenter. Parce que oui, Eric Garcia, là, ça devient vraiment plus qu'une option de dépannage. Ça peut même devenir une option d'équilibre, tout simplement. Parce que si tu as un 6 classique, parce que lui, il joue pour le coup comme un 6 classique. Il joue pas comme un mec dans un double pivot, un milieu avancé qui joue dans un double pivot, Eric Garcia. Il joue vraiment comme un 6. Donc, très, très intéressant de voir ce que Flick pourra nous sortir avec lui. Mais ouais, une bénédiction de l'avoir dans l'équipe Eric Garcia. Maintenant, par rapport au 11, ça c'était celui qui avait débuté face à l'Athletic Club. Forcément qu'il y aura des changements. Alors, déjà, je pense que le changement le plus évident, ça sera celui de sortir Dani Olmo du 11. Je ne pense pas que Dani Olmo débutera ce match avec le retour de Frenkie de Jong. Donc on aura très certainement Frenkie de Jong à côté de Eric Garcia. Eric Garcia qui va essayer de protéger encore une fois cette défense parce qu'il va être sur la continuité en fait de son match face à l'Athletic Club et garder Fermin Lopez qui est aussi en état de grâce devant. Je pense que le milieu, ça va peut-être être on va dire la section où il y a le moins de débats possible tellement ça me semble être une évidence. C'est un milieu très solide qui est capable de sortir les ballons avec Eric, Frenkie et Fermin, ce que Olmo n'a pas pu apporter contre l'Athletic Club. Je pense que Frenkie est capable de le faire parce que Frenkie, il peut pas être invisible en fait, parce que Olmo, c'était ça son problème contre l'Athletic Club. Au moment où on avait besoin de se faire sortir les ballons, il n'était pas là, il était absent. Alors que Frenkie, c'est un mec qui va venir demander les ballons à côté de Eric, à côté de la défense, et puis avancer avec et aérer lorsqu'il y aura un pressing haut. Parce que je pense que Chelsea va essayer d'alterner entre pressing haut et défense basse médiane. On verra bien ce qu'ils vont décider de faire. Déjà, la défense aussi, je ne pense pas que Gérard Martin débutera. Je pense qu'on aura le retour de Araujo au sein de cette défense. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison, en fait, que Chelsea joue avec 2 tours de contrôle. Après, je sais pas si les 2 seront titulaires. Delap et Joao Pedro. En fait, ces 2 mecs, peu importe celui qui va jouer, c'est un mec qui va vraiment mettre à rude épreuve son adversaire direct, son défenseur central. Donc, si t'es un mec un peu trop, on va dire, gentil, Koubarsi. Après, Koubarsi, contrairement aux idées reçues, c'est pas un mec soft, Koubarsi. C'est un mec qui joue dur sur l'homme. Il s'est déjà coltiné de gros Golgoth et en est ressorti gagnant sur la bataille physique. Donc, ça
ça ne m'inquiète pas tant pour Koubarsi. Donc je pense que Araujo sera peut-être titulaire pour essayer de se coltiner ces mecs-là qui seront dans la bagarre, vraiment dans la bagarre dos au but. Ils vont essayer de jouer long pour essayer de jouer sur ces targetman-là. Et c'est des mecs aussi qui sont assez rapides aussi, hein, surtout Delap. Plus Delap, on va dire, que João Pedro. João Pedro, c'est un mec qui est assez technique quand même malgré sa taille. Donc attention, je sais pas si ça sera Araujo ou je ne pense pas que ça sera Gérard Martin, mais je pense que voilà, ce qui est plus probable, ce sera de voir Araujo. Moi, j'aurais mis Christensen, mais vu que Flick a perdu un peu sa confiance envers Christensen depuis l'Inter, ça m'étonnerait qu'il le mette titulaire dans son stade, là où il a joué avant, comme ça, avec toute la pression qu'il y a, en sachant ce qui se dit avec Christensen, ça m'étonnerait. Donc Koundé, bon match défensivement face à l'Athletic Club, j'espère qu'il va continuer sur sa lancée. Baldé, je sais pas s'il est remis, en tout cas hier, il n'était pas à l'entraînement, j'espère qu'aujourd'hui il sera de retour à l'entraînement. Si c'est pas lui, ça sera Gérard Martin, hein, mais je pense que Baldé devrait pouvoir occuper son rôle, son poste ici. Et puis on attaque, c'est là aussi que le vrai débat va exister parce que techniquement Rafinha n'a joué que 10 minutes face à l'Athletic Club. Donc est-ce que ça sera prudent de faire débuter? Est-ce qu'il est prêt, Rafinha, à débuter un match de cette intensité-là? S'il débute, je pense qu'il n'aura que 60 minutes dans les jambes, c'est sûr et certain. Faut pas oublier non plus que Rashford est de retour. Rashford, il était juste grippé, je crois. Donc c'est pas comme s'il revenait de blessure. Donc il était sur une bonne lancée, notamment contre le Celta Vigo. Mon problème, par contre, c'est que Rashford, en termes de pressing, c'est pas en gros qu'il ne veuille pas presser parce qu'on l'a vu dans certains matchs, il a la volonté. Le problème, c'est qu'il ne sait pas presser. En fait, Rashford, c'est pas en lui. C'est un peu comme si tu demandais à Mbappé de presser, il fait les efforts, mais il sait pas le faire, en fait. Alors que tu vois que Rafinha, Ferran, c'est naturel, c'est en eux. D'autant plus que Ferran, il sort d'un gros match il sort quand même d'un doublé. Il aurait pu faire une passe décisive aussi pour Fermin lorsqu'il l'envoie comme ça dans la surface. Je trouve que Ferran, en fait, Rafa, sont des joueurs qui comprennent beaucoup mieux le logiciel Barça. Pourtant, Rashford, encore une fois, il fait un bon début de saison statistiquement. Il apporte des choses. Je dis pas qu'il est mauvais et qu'il ne mérite pas sa place. D'autant plus que contre Newcastle, c'était le match de Rashford. Il est capable de te mettre des buts comme ça en Angleterre avec la motivation qu'il peut avoir en sachant que la presse anglaise, elle est tout le temps contre lui. Il sera peut-être motivé de jouer un match comme ça et de prouver aux haters en Angleterre que voilà, il est capable toujours d'être le Marcus Rashford qu'ils ont connu à l'époque. Donc je sais pas, la vérité, je sais pas ce que Flick va décider. Moi, si vous me posez la question, si Rafinha, il est apte, je débute avec lui, en fait. Je lui donne 60 minutes. Comme ça, tu as tes repères et tu peux aussi débuter pour la première fois de la saison avec la triplette Lewandowski, Yamal, Rafinha. Ta meilleure attaque la saison dernière, tu l'as pas eu cette saison à cause des blessures, à cause des absents des uns et des autres. Donc, si Rafa peut débuter, il joue 60 minutes et tu le remplaces, ben, s'il n'est pas apte à débuter, qu'est-ce que vous décidez, les amis? Qu'est-ce que vous préférez? Dites-moi dans les commentaires. Ça serait possible de revoir Rashford de nouveau, mais il y a un risque d'équilibre. Face à Chelsea, tu as besoin d'avoir un minimum d'équilibre pour pouvoir les contenir. Maintenant, Rashford, je pense qu'offensivement, il est capable d'apporter plus que Ferran Torres, je pense, honnêtement. Il a une meilleure frappe de balle, mais Ferran est meilleur dans les appels, il est meilleur dans le pressing, il est meilleur dans les trucs que les joueurs n'aiment pas faire en règle générale, le travail de l'ombre, c'est-à-dire faire des appels pour ne pas recevoir le ballon, il sait qu'il va pas le recevoir, mais il va quand même les faire. Donc voilà, je pense qu'il y a des chances quand même que ça débute avec Rashford, parce que Flick a l'air de le kiffer malgré tout, mais je ne pense pas que ça serait un bon message quand même qui serait envoyé à Ferran. Il sort d'un doublé, il est en confiance et tout, je pense que pour le récompenser, après ça m'étonnera pas aussi, ça m'étonnerait pas, je veux dire, que Flick le mette titulaire, Ferran, pour le récompenser de son match face à l'Athletic, on verra, mais il se peut qu'on voit un 11 pareil. Et je pense que voilà, c'est un 11 assez solide pour attaquer Chelsea. Comme ça, tu te gardes Rafa en deuxième mi-temps, en sortie de banc. Et puis Rashford aussi. Donc là, si ça se passe mal, t'as de quoi, je veux dire, renverser la physionomie du match. Donc dites-moi, vous, qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires, les amis. On se retrouve pour le débrief du match juste après, en espérant une victoire, un peu comme contre Newcastle. Là, c'est vraiment comme Newcastle, je vous l'ai dit. Ne nous faites pas honte devant l'Europe. Là, l'Europe sera devant la télé pour un choc pareil, donc les gars, c'est le moment de nouveau de vous affirmer. On espère qu'ils vont gagner de nouveau, et voilà les amis, à très vite.